7 jours, 7 livres. Lecture récente, relecture, chose qui compte. C'est parti. Jean-Christophe Bailly, sur la question de la photographie, il a déjà donné lourdement son écho. L'instant et son ombre, vous savez, à partir de cette image d'une échelle de bois sur un mur à Hiroshima. L'échelle a été volatilisée par l'explosion. L'empreinte, le mur est devenu l'empreinte photographique de ce qu'il y avait eu. Cette méditation sur la photo, plus que ça, parce qu'il reprend l'origine même de la photo. Vous savez, en France avec Daguerre et simultanément en Angleterre, Talbot. Mais Talbot, lui, il ne part pas de la mécanique, de l'optique, de la chimie. Il part de la tâche du peintre. C'est-à-dire que la photographie s'invente simultanément en France et en Angleterre avec deux personnes clés différents, mais l'un sur un principe de réalité, de captation, de technique opposé à la tradition anglaise. Et nous, d'aller repenser la photo depuis Talbot, ça change tout. Bailly, je lui dois aussi la découverte de Leo S. Boltz, ce photographe on avait fait une séance cet été dans l'atelier d'été. Ce gars qui, lorsqu'il est dans une zone urbaine avec un ensemble de formes, de cadres qui lui disent ici il y a photographie, eh bien il se tourne à 180 degrés et il photographie ce qu'il y a derrière. Eh bien Jean-Christophe revient avec saisir. Ces 4 textes à la fois liés et indépendants. Ce qui les relie, c'est que c'est des voyages au pays de Galles. Donc c'est aussi une chronique de voyage. Chronique, mais pas un voyage au hasard, un voyage qui enquête. Par exemple, Sebald, l'écrivain autrichien qui vivait en Angleterre, mort en accident de voiture bien trop tôt, pour son livre Austerlitz, est au pays de Galles. Et Sebald, dans un autre livre qui s'appelle Vertige, vous savez, repart en Allemagne sur les traces des auteurs qui ont compté pour lui. Herbeck, Kafka. C'est la même famille, tout ça. C'est aussi ce qu'on fait ici. Eh bien, Bailly suit Sebald dans son trajet au pays de Galles, revenir dormir aux mêmes chambres. Il y a aussi les photos des mineurs, et puis un photographe, maintenant anonyme, qui a fait l'essentiel de ces photos de mineurs. Pourquoi, où, comment. Mais le texte qui ouvre le livre, il s'agit de quelqu'un qui s'appelle Thomas Jones. D'ailleurs, lui, ça le fait rire quand on ouvre Thomas Jones qu'on fait une recherche Google. Ce qui vient, c'est d'abord un grand baraquet de joueurs de football américains. Il y en a beaucoup de Thomas Jones. Mais ce gars, un peu plus de 50 ans après sa mort, totalement ignoré, il semble même qu'il ait plus ou moins délaissé la peinture, on découvre une grosse liasse, une centaine d'huiles sur papier, c'est-à-dire un travail de terrain que font les peintres. C'est vendu aux enchères, dispersé. On a la chance que quelques musées tiennent à cœur, la Tate Gallery, le musée de Cardiff, tiennent à cœur d'en acquérir une partie. Il y en a encore beaucoup qui sont disséminés, volatilisés. Et puis, ces choses-là, c'est ça. C'est-à-dire que ce type, au XVIIe siècle, dans un voyage qu'il fait à Naples, invente le regard photographique. Bailly ne le dit pas comme ça. Je vous lis juste le tout début. 11,4 sur 16 cm. On ne peut par conséquent pas vraiment parler de tableau. D'ailleurs, ce n'en est pas un. C'est une huile sur papier. Mais voilà, dans ce très petit format, et selon cette technique peu fréquente en 1782 à Naples, le peintre, un peintre qui s'appelle Thomas Jones, a réalisé quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas qu'il ait peint ce qu'on n'avait encore jamais vu. Au contraire, il peint ce qu'on voyait tous les jours. Mais ce qu'on voyait tous les jours, en fait, on ne le voyait pas vraiment. On ne lui accordait pas d'importance. Un mur, c'est un simple mur que l'on voit.
Le mur que le peintre avait en face de sa terrasse et qu'il a donc peint sans effet ni recul, juste avec une mince frange de ciel très bleu au-dessus de lui. Et vu comme cela, montrant des hauts d'immeubles, des toits napolitains, Jones en a réalisé plusieurs, celle qu'on appelle un mur à Naples, du fait de sa frontalité particulièrement impressionnante et la plus radicale, mais les autres aussi ont été faites dans ce même élan, ont répondu à la même impulsion. D'un coup, il n'y a plus rien d'autre que ce qui est là, et pour la peinture, c'est un saut considérable. Mais comment se fait-il qu'avec une avance d'un siècle, ce peintre presque inconnu, né et mort au pays de Galles, ait eu davantage que la simple intuition et qu'il se soit tenu absolument seul sur le seuil de ce que produira l'art moderne à compter de Manet? Cette question pourrait être une énigme amusante d'histoire de l'art, mais quand elle m'est apparue, autrement dit quand pour la première fois j'ai vu plusieurs des huiles sur papier de Thomas Jones, elle a pris tout un autre tour. Ce sera des vidéos brèves. Saisir, je me saisis de Jean-Christophe Bailly, une petite ouverture. Allez y voir, n'y allez pas. Vous voyez comme ça résonne avec le petit pan de mur jaune dont parle Proust pour la deuxième mort de Bergotte. Vous voyez comme ça résonne évidemment aussi avec Edward Hopper qui vient, quand il vient à Paris, son escalier, sa porte d'entrée, sa cour, alors qu'on est en 1910, en pleine explosion de la peinture. Et bien évidemment, ce que le regard photographique nous dit du réel, que peut-être même la peinture ne peut pas atteindre, sinon à se déconstruire elle-même en permanence, Roscoe, etc. Donc Bailly ne parle pas photo, il parle de la peinture. Mais je crois que d'abord il parle du regard, de notre regard dans l'ordinaire. Il parle de bien d'autres choses. C'est un texte brûlant. Il y a un autre texte aussi sur le poète Dylan Thomas. Pour Jones, c'est aussi comment quelqu'un qui fait un tel saut dans la peinture, évidemment, c'est pas recevable. Donc il en vient à arrêter la peinture. Et cette œuvre, si le hasard ne lui avait pas fait connaître par une liasse vendue, je crois, 70 ans après sa mort, plus que 50, eh bien cette réflexion, tout simplement, n'existerait pas. Elle se serait faite ailleurs, autrement. C'est ça les prolongements labyrinthiques. Saisir Jean-Christophe Bailly, c'est Fiction et compagnie au Seuil. À demain, d'accord ?